C'est fou quand on y pense. Le grand philosophe Emmanuel Kant a pour ainsi dire jamais mis les pieds en dehors de sa ville natale de Königsberg. Et pourtant, le gars a réussi à cartographier la chose la plus vaste et la plus complexe de l'univers, l'esprit humain. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un voyage intellectuel vraiment fascinant, carrément au cœur de notre propre façon de penser. Le but, c'est de démystifier l'une des architectures philosophiques les plus impressionnantes jamais construites, en se concentrant sur comment, exactement, notre cerveau bâtit la réalité qu'on perçoit tous les jours. C'est une exploration qui va littéralement changer notre façon de voir le monde. Pas en regardant dans un télescope, non, mais en braquant la loupe directement sur notre propre entendement. Pour bien faire les choses, on va s'ancrer dans un texte incontournable, la fameuse Critique de la raison pure. Et on va se baser sur la traduction d'Alain Reynaud, pour être précis. Notre focus exclusif aujourd'hui, c'est le chapitre 2 du livre 2, celui qui s'intitule « Système de tous les principes de l'entendement pur ». Mais pourquoi ce chapitre-là en particulier? Eh bien parce que c'est là que la théorie abstraite devient le véritable code source de notre réalité quotidienne. C'est ici que Kant nous révèle, en gros, les règles de la matrice. Je vous cacherai pas que le texte a la réputation d'être assez dense. C'est indéniable. Mais on va décortiquer ça ensemble. Je vous promets un chemin super clair et visuel pour tout comprendre étape par étape. Bon, voici notre plan de match. On va commencer par les jugements suprêmes. Ensuite, on attaque le grand système de l'entendement pur, on enchaîne avec les principes mathématiques, puis les principes dynamiques, et on va terminer ça aux frontières absolues, avec les limites de l'expérience. On y va? Première section, les jugements suprêmes. C'est la base, les fondations même de l'esprit. Avant même de pouvoir ouvrir le grand livre des règles de Kant, il faut absolument qu'on pose nos fondations. C'est quoi la mécanique de base? Comment notre esprit fait-il pour formuler des énoncés, ou ce que Kant appelle des jugements sur la réalité? Le tout premier outil cognitif qu'on a, il est d'une grande simplicité. C'est le jugement analytique. En gros, c'est une simple clarification. Dans ce cas-ci, le prédicat est déjà 100% contenu dans le concept même du sujet. C'est l'identité pure, A égale A. Pour vous donner un exemple bien ancré dans le réel, si on dit un célibataire est un homme non marié, on a totalement raison, il n'y a pas de débat. Mais on vient absolument rien d'ajouter à notre connaissance du monde. On a juste décortiqué un concept qui existait déjà. C'est super utile pour penser clairement, c'est certain, mais c'est un outil limité qui ne repousse pas les frontières de notre savoir. Donc là où ça devient vraiment croustillant, c'est quand on compare ça avec le deuxième type de jugement, la véritable clé de voûte de toute la philosophie de Kant, les jugements synthétiques a priori. Un jugement synthétique, par définition, ça ajoute de la nouvelle info, un prédicat étranger au concept de départ. Et le fait que ce soit a priori, c'est là que c'est brillant. Ça veut dire que cette connexion se fait de façon innée, totalement indépendante de notre expérience empirique, avant même d'avoir vu ou touché l'objet. Imaginez ça vraiment comme un système d'exploitation préinstallé dans notre cerveau à la naissance. C'est grâce à ce logiciel qu'on peut déduire des lois universelles comme en mathématiques ou en physique sans même avoir besoin d'expérimenter le monde avant. Le but central du chapitre 2 qu'on explore aujourd'hui, c'est de comprendre exactement comment l'esprit utilise ces concepts purs pour carrément générer les règles d'univers. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 2, le système de l'entendement pur, le cadre central de toute la machine. Là, on ouvre officiellement le livre des règles de Kant. Ce cadre central-là, c'est l'explication de comment notre entendement prend toutes les données sensorielles brutes, le chaos total qu'on soit à chaque instant, et les traduit en une expérience qui a de l'allure. L'esprit humain filtre absolument tout à travers 4 catégories fondamentales qui génèrent 4 grands principes. Regardez bien, la quantité nous donne les axiomes de l'intuition. La qualité, elle, nous donne les anticipations de la perception. La relation génère les analogies de l'expérience. Et pour finir, la modalité établit les postulats de la pensée empirique. Imaginez ces catégories comme un casque de réalité virtuelle qu'on ne peut juste pas enlever. C'est un algorithme super puissant qui prend un amas de pixels sensoriels désordonnés et en fait instantanément une image claire, structurée. C'est le passage obligé. Il n'y a absolument rien qui échappe à ces 4 filtres-là. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est comment cette architecture conceptuelle se sépare exactement en 2 moitiés distinctes. On peut tout à fait filer notre métaphore informatique, ça marche super bien pour comprendre. La première moitié, avec la quantité et la qualité, ça forme les principes dits mathématiques. Eux, ils sont constitutifs. C'est littéralement le hardware de notre réalité. Ils servent à construire la grandeur physique et l'intensité du phénomène lui-même. L'autre moitié, qui regroupe la relation et la modalité, ce sont les principes dynamiques. Eux, ils sont régulateurs, c'est notre software. Ils construisent pas l'objet physiquement, mais ils gèrent les lois, les comportements et comment tous ces objets-là existent et interagissent dans le temps. On va commencer par explorer le hardware. Section 3. Les principes mathématiques. Comment on construit l'objet? C'est ici qu'on voit notre esprit en train de littéralement bâtir l'ossature des choses. Le premier principe constitutif, ce sont les axiomes de l'intuition. Kant nous dit que, vu qu'on perçoit absolument tout à travers le prisme de l'espace et du temps, chaque objet d'expérience doit inévitablement être quantifié comme une grandeur extensive. C'est une règle spatio-temporelle absolue, on n'y échappe pas. Pensez juste à une pomme posée sur une table.
Avant même de la prendre en main ou de la mesurer, votre cerveau sait de façon instantanée et innée qu'elle prend de la place, qu'elle a un certain volume, des dimensions et des parties. L'esprit impose cette règle d'étendue physique à la matière brute. Ensuite, on a le deuxième principe mathématique, les anticipations de la perception. Si les axiomes s'occupaient de la taille géométrique, les anticipations, elles, gèrent l'intensité de la sensation elle-même. Kant donne un exemple vraiment frappant dans son texte, la lumière du soleil. C'est quoi l'idée au juste? C'est que notre cerveau a déjà une sorte de gradateur, un dimmer de luminosité qui est préintégré. Notre esprit sait d'avance, il anticipe, que n'importe quelle sensation va avoir un degré d'intensité de la réalité capable de passer de 0 jusqu'à une certaine force. Avant même que le soleil se lève et vous éblouisse la rétine, la structure même de votre entendement s'attend à devoir mesurer un degré de chaleur ou de lumière. Allez, on passe au côté software. Section 4, les principes dynamiques, les lois de l'existence. Donc, contrairement au hardware qui fabrique la structure de l'objet, ces principes dynamiques dictent les lois de l'existence. Comment ces objets agissent-ils dans le grand théâtre du temps? Ça nous amène aux célébrissimes analogies de l'expérience qui se divisent en 3 grandes règles. De 1, la permanence. À travers tout changement, il y a une substance de base qui demeure inaltérable. De 2, la succession, qui n'est nulle autre que la loi sacrée de la causalité. Et de 3, la simultanéité ou communauté. Toutes les substances qui existent en même temps agissent mutuellement les unes sur les autres. Mais il faut vraiment s'arrêter un instant sur la causalité. C'est pas le monde extérieur qui nous impose cette relation de cause à effet comme des dominos qui tomberaient tout seuls. Non, c'est notre propre esprit qui l'exige. Il l'exige pour que l'univers soit pas juste un diaporama de photos complètement chaotique, mais bien un film fluide et compréhensible. Le dernier pilier dynamique, ce sont les postulats de la pensée empirique. Pour faire simple, voyez ces postulats comme l'étampe officielle, le tampon d'approbation ultime de l'esprit. C'est un système de vérification interne qui pose 3 questions successives. Premièrement, la possibilité. Est-ce que ça fit avec nos lois formelles de l'espace et du temps? Deuxièmement, la réalité. Est-ce que c'est perçu concrètement, matériellement, ici et maintenant? Et finalement, la nécessité. Est-ce inévitable selon nos chaînes universelles de cause à effet? Ces postulats ne rajoutent pas un gramme de matière physique à l'objet, ils font juste déterminer son mode d'existence devant notre propre tribunal cognitif. On arrive à la frontière de tout ça. Section 5. Les limites de l'expérience. Les phénomènes face aux noumènes. Nous atteignons le point culminant de cette analytique des principes. On vient de voir toute cette architecture mentale incroyable, hyper rigoureuse. Mais là, il faut inévitablement se poser la question qui tue. Est-ce qu'on peut prendre ce manuel d'instruction parfait et l'appliquer aux choses telles qu'elles sont en elles-mêmes? Est-ce que ce livre de règles régit l'univers absolu dans son entièreté ou est-ce qu'il dicte uniquement les règles de notre petite version très humaine de cet univers? Et c'est là que Kant lâche l'énorme rebondissement intellectuel, sa fameuse révolution copernicienne, à la toute fin du chapitre. Tous ces grands principes grandioses, de la causalité stricte jusqu'à la géométrie de l'espace, ils sont valables uniquement pour notre expérience empirique humaine, ce qu'on appelle les phénomènes. Ça ne s'applique jamais, au grand jamais, aux choses en soi, les inaccessibles noumènes. Le cerveau humain est une machine super puissante, certes, mais Kant nous demande une humilité colossale ici, on est d'une certaine façon enfermé dans les règles de notre propre matrice. Il l'écrit noir sur blanc, le rêve d'une ontologie absolue qui prétendrait connaître l'essence pure de l'univers, ça s'effondre, ça doit faire place à la modeste analytique de l'entendement, nos règles encadrent notre expérience, point final. C'est une conclusion d'une puissance philosophique magistrale, vous trouvez pas? L'entendement humain construit un monde prévisible, structuré, magnifique. Mais le livre des règles, il marche seulement à l'intérieur de notre propre jeu. Hors des limites strictes de notre sensibilité humaine, hors de l'espace et du temps, toutes nos catégories sont vides de sens. Et ça nous laisse sur une pensée fascinante, voire un peu vertigineuse, pour clôturer ce chapitre 2. Si l'esprit humain est l'architecte exclusif et incontesté de l'univers tel qu'on le perçoit au quotidien, la réalité objective existe-t-elle vraiment comme on se l'imagine, ou est-ce qu'on est simplement prisonnier d'une magnifique hallucination collective régie pour tous par les mêmes implacables lois? C'est ce grand mystère de la condition humaine qui referme notre analyse aujourd'hui.